Dans la nuit du 19 au 20 juillet 1916, s'est joué à Fromelles, un village à 30 km au sud de Lille, l'une des plus tragiques et des plus cruelles batailles que les soldats alliés ont livrées pendant la Première Guerre mondiale. Sur le papier, la stratégie du haut commandement britannique est simple. Il s'agit d'occuper les Allemands sur cette partie du front et ainsi les empêcher d'aller renforcer le front de la Somme, où les Alliés ont lancé une offensive majeure. Sur le terrain, l'assaut est un fiasco, notamment pour la 5e division australienne, composée de jeunes recrues débarqués depuis peu sur le sol français. Lorsque le haut commandement britannique ordonne le cessez-le-feu, la bataille, lancée 14 heures plus tôt, a déjà fait plus de 5500 victimes, dont 2200 tués. Le haut commandement britannique refuse la trêve que proposent les Allemands pour récupérer les cadavres des soldats gisant côté ennemi. Ceux morts côté allié sont inhumés dans des fosses communes en attendant d'être placés dans un cimetière militaire. Ceux gisant côté allemand n'auront jamais droit aux honneurs ni à la reconnaissance de leurs camarades. Les Allemands réoccupent leur système de tranchées. Il fait très chaud, on est en plein mois de juillet. Se pose le problème de décomposition des corps qui vont très vite pourrir. Pour eux, les Allemands, il devient vital d'enterrer tous ces soldats. Une partie d'entre eux seront enterrés dans des boyaux de communication, à l'arrière du front, et une première partie même dans un de leurs cimetières militaires à Fournes-en-Wep. Des corps seront aussi enterrés juste après la bataille dans les cimetières environnants. Se pose toujours la question de 400 corps appartenant aux deux divisions, l'australienne et la britannique, qui manquent à l'appel. Vu d'avion, il ne reste plus aucune trace de la bataille de Fromelles. Les tranchées ont été comblées, les trous d'obus rebouchés, les parcelles des terrains redessinées. Il semble qu'il n'y ait plus aucune chance de retrouver la trace des 400 soldats disparus. Pourtant, c'est à 300 mètres à peine du centre de Fromelles, sur la fine bande de terre à l'orée d'un bosquet que les Allemands avaient baptisé le Bois du Faisan, que va démarrer dans quelques semaines le plus important chantier de fouilles jamais entrepris sur la Première Guerre mondiale depuis plus d'un demi-siècle. Les 400 corps sont-ils enterrés là? This is the site where the Germans dug 8 pits to bury the English and Australian soldiers in the days after the battle on the 19th of July 1916. You can see just by looking at the land that there is a rise and a fall to the land. And it is consistent with the burial sites being here. Midway along the wood there is a depression in the ground, which is the site of the first 2 pits. And just here, also the other pits. And I think we are standing now on top of pit 5. Lembis Inglesos en est sûr, et pour lui cela ne fait aucun doute. 6 années de travail acharné, d'entêtement, d'obstination ont permis à cet Australien de réunir toutes les preuves, toutes les pièces nécessaires qui prouvent, selon lui, que les 400 soldats sont bien enterrés là, à quelques dizaines de centimètres sous ses pieds. So we are now perhaps on pits 3 and 4. We've just come from the 5th pit, and you can detect undulations in the grass, which is consistent with the sinking of organic matter. And we have proven conclusively that this was where the soldiers were buried. Whether they are still buried here will be determined when they come back, Tony Pollard and his team, to do the investigative dig.
19 juillet 1916, vers 18h30, mon grand-père Bill Whitehead s'était lancé vers Sugarloaf. C'était l'objectif qu'on avait assigné à son bataillon. Il est arrivé en France 2 mois plus tôt, et la bataille de Fromelles est son baptême du feu. Un de ses camarades se souvient de l'avoir vu pénétrer un rideau de fumée. Il n'est jamais réapparu. Monsieur, j'ai appris dans la presse que vous aviez peut-être découvert l'endroit où mon grand-père Bill est enterré. Je serais ravie que vous retrouviez sa montre, une boucle de sa ceinture, un objet qui prouve qu'il est bien là et qu'enfin il ait droit à la reconnaissance qu'il espérait tant. En s'engageant volontaire pour la guerre en Europe, mon grand-père s'imaginait pouvoir changer ce qu'il estimait être sa piètre existence de palefrenier. De retour au pays, il pensait que la patrie reconnaissante lui aurait offert ce boulot de journaliste dont il rêvait tant. Cette reconnaissance, jamais il ne l'obtiendra. Pire, son corps n'ayant jamais été retrouvé, il n'aura même pas droit à une sépulture gravée à son nom. En apprenti journaliste, Bill a consigné jour après jour ses impressions de guerre sur un petit carnet que la Croix-Rouge a renvoyé après la guerre. Les 21 pages correspondent exactement aux 21 semaines qu'il a passées sous l'uniforme. 12 février 1916. J'ai guetté Alexandra jusqu'au bout. J'ai vu qu'elle n'a pas pu retenir ses larmes. Je m'en veux de ne pas avoir trouvé les mots pour lui dire toute ma gratitude, pour m'avoir laissé partir, pour m'avoir soutenu face à mon père qui voulait que je reste m'occuper des chevaux et cultiver une terre qui ne donne rien. Je vaux mieux que ça. Si la guerre se passe bien, on quittera la ferme. On ira dans une grande ville, pourquoi pas Sydney, dans un appartement avec une vraie cuisine et l'eau courante. Le port de Sydney vient de disparaître à l'horizon. Ça y est, nous sommes partis. Alors, les Australiens sont tous des volontaires, engagés pour la durée de la guerre, pour échapper à leurs conditions sociales, pour s'élever dans la société. Il est certain que s'enrôler et gagner quelques honneurs dans la guerre pour participer à une noble cause, qui était de restaurer la liberté et la démocratie en Europe, bon, c'était une grande aventure et aussi une fierté pour tous ces jeunes Australiens qui se sont enrôlés. Martial Delebarre connaît le champ de bataille comme sa poche. Il a été son terrain de jeu pendant toute sa jeunesse. Depuis lors, toute sa vie a été portée par cette bataille, à tel point qu'il en connaît heure par heure, minute par minute, le scénario complet, la dramaturgie et tous les protagonistes. La stratégie, c'était absolument de fixer les Allemands, de les empêcher de déplacer des troupes vers la Somme. Dans un premier temps, une série de raids seront lancés, mais ceci s'avère bien vite inefficace et une opération de plus grande envergure doit être menée. Alors on va choisir le secteur de Fromelles, qui est plus propice à lancer une attaque, et donc impliquer ces 2 divisions nouvellement arrivées sur le front dans cette attaque. Ici, c'est l'endroit où le No Man's Land est le plus petit, avec 90 mètres. Plus tard, nous verrons avec le Sugarloaf avec 400 mètres, un terrain découvert. Qu'est-ce qu'on peut voir? Fromelles est très plat et on n'a pas de collines, on n'a pas de vallonnement. Donc c'est un No Man's Land qui est complètement plat. À découvert, on peut imaginer la satisfaction des mitrailleurs allemands voyant arriver les différentes vagues d'assaut qui vont prendre plaisir à mitrailler sans aucun obstacle. La plupart d'entre eux étaient inexpérimentés, ils n'avaient connu que l'entraînement en Égypte avant leur arrivée en France. Donc ils n'avaient aucune expérience du champ de bataille, ni de la canonnade, ni des mitrailleuses. C'est une expérience qui sera totalement cruelle et nouvelle pour de nombreuses recrues. « 22 mars 1916. Hier, on a découvert les pyramides et le Sphinx. Je me surprends à penser que sans cette guerre, je n'aurais jamais vu toutes ces merveilles, toute la beauté du monde. Il fait chaud, mais l'entraînement qu'on nous fait subir est plutôt supportable. Avant-hier, j'ai rencontré un journaliste. Il travaille au Sydney Morning Herald, on est du même bataillon. Je lui ai dit que moi aussi je voulais devenir journaliste.
Il m'a dit que si j'étais pas trop mauvais, il me pistonnerait à notre tour. Finalement, la guerre, ça a du bon. The German line is about a couple of kilometres away, perhaps 1.5 kilometres. All behind the German line, there was a network of light rail. So the German light rail comes around from the battlefield and cuts through the corner of the wood, and the soldiers have dug the 8 pits, and they start taking the bodies from the light rail train and carrying them no further than they need to, and they start filling in from the front, pits 1, 2, 3, 4 and 5. Le front est installé depuis octobre 1914 à quelques encablures au nord de Fromelles. Dès lors, le village est territoire allemand et le restera pendant toute la guerre. Pour ravitailler les positions avancées plus facilement et plus rapidement, les Allemands ont construit une voie de chemin de fer qui relie les premières lignes à l'arrière. Lembis suppose que c'est sur l'un de ces trains que les 400 soldats ont été chargés et emmenés un peu plus loin à l'arrière pour y être enterrés. Une vue aérienne de 1918 montre clairement que la voie de chemin de fer croise en son coin le bois du Faisan avant de poursuivre vers Fournan-Wep. La première question est de savoir pourquoi les Allemands ont choisi ce site pour y enterrer les 400 soldats. This site was chosen because it provided cover for the work that they needed to do. The trees, of course, were not as tall back then. However, it's far enough back from their own lines, and it provided the safety and the protection for them to do the digging and the burial work. Mais alors, si ces puits sont une réalité, pourquoi n'y a-t-il eu personne pour témoigner de leur existence pendant et après la guerre ? Quand les Allemands arrivent en octobre 14 dans le village de Fromelles, la population civile évacue et il n'y a plus de témoins civils possibles pour l'épisode de la bataille de Fromelles et plus particulièrement pour se souvenir d'un éventuel enterrement massif de soldats australiens et britanniques sur le territoire. « 23 avril 1916. Il paraît qu'on arrivera en France dans une semaine à peu près. Chaque matin, on a droit à une séance de gymnastique. C'est ce que nos chefs ont imaginé pour passer le temps. C'est vrai que le temps est long sur ce Rafure, mais l'ambiance est bonne. Certains jours, il m'arrive même d'oublier que je pars à la guerre. J'aurais dû fermer ma gueule. J'ai eu le malheur de dire que j'étais palefrenier dans le civil. Aussi vite, ils m'ont collé aux écuries du bateau pour m'occuper des chevaux. Les pauvres bêtes ne sont pas sorties de leur box depuis 3 semaines qu'on a quitté le Caire. Histoire de leur dégourdir les jambes à eux aussi, on a imaginé de les promener à travers les coursives du bateau. Lembis Inglesos n'est rien. Il n'est ni archéologue, ni historien, ni militaire, pas même expert en quoi que ce soit. C'est seul qu'il a financé ses recherches, ses déplacements à plusieurs reprises en France. Mais le plus difficile pour ce professeur d'art plastique de la banlieue de Melbourne a été de gagner une légitimité, une crédibilité pour tenir tête aux autorités militaires australiennes. Elles se sont longtemps méfiées de ce franc-tireur qui, avec ses hypothèses, avec ses histoires de corps enfouis,
semblait vouloir déterrer en même temps de vieilles pages peu glorieuses de cette tragique bataille. Je crois que c'est quelqu'un de passionné, quelqu'un qui est impliqué affectivement, je crois, dans ce dossier. Quand il venait, il était là quelquefois seul, on avait l'impression qu'il priait quoi, sur les lieux mêmes, quoi. Ça remonte, je pense, à l'année 2003, où ça a commencé par quelques mails. D'ailleurs, j'étais très surpris parce qu'il me demandait où se trouvait le bois du Faisan. Bon, moi, je pensais qu'il s'était trompé de commune au départ. Je me dis, le bois du Faisan, ça n'existe pas à Fromelles. Et il nous a envoyé donc des photos. On a repéré évidemment à partir des photos où ça se trouvait. Et ensuite, régulièrement, il m'appelait, me demandant si on pouvait faire des fouilles. C'est vrai que j'étais un peu ennuyé au départ parce que c'était quelqu'un qui insistait beaucoup, qui n'hésitait pas à appeler à n'importe quel moment de la journée. En plus, avec le décalage horaire, on était quelquefois surpris des coups de fil. Mais on sentait quelqu'un de passionné derrière, mais je le sentais un peu seul. Pour lui, ses recherches, c'était primordial. Il fallait absolument y arriver. On avait l'impression qu'il aurait voulu faire les fouilles lui-même. Quand il est venu en 2007, il m'a confié qu'il aurait bien pris une pelle et puis il aurait creusé, quoi. Il était prêt à... Il était impatient. J'arrive. Hop, attention ton dos. Encore. Comme ça. Ouais, avancez, avancez. Encore, 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 là. Bien droit. C'est bon? Good. Il ne doit pas aller dans le champ de blé, hein. Non, par ici. Hop! Too much. Là, voilà. Voilà. Parfait. Parfait. The Austrian breastwork, before and after bombardment, but probably the trench mortar. « 21 mai 1916. Fin du voyage. Enfin, pas tout à fait. La voie de chemin de fer a été bombardée. Et les 200 derniers kilomètres, on va devoir les faire à pied. Qu'à cela ne tienne, après 3 mois de bateau, 3 semaines d'entraînement au Caire, on n'en peut plus d'arriver. « 22 mai 1916. Le front est à 40 km. On entend au loin le bruit des explosions. Je n'ose pas imaginer le tintamarre quand on sera en première ligne. On ne croise plus que des villages dévastés. Toute trace de vie a disparu. Plus un être humain, plus un animal. Même les oiseaux semblent avoir déserté la région. En période normale, ce triste et désolant spectacle nous aurait foutu un sacré coup au moral. Mais notre impatience d'arriver est plus forte que tout. So this cemetery is a unique cemetery because there are no headstones. This is the VC Corner Cemetery, and this is the honour roll to the missing from the Battle of Fromelles. It lists those who remained out in the field, and among those are the ones that the Germans gathered and buried behind their lines. So this is a list of the Australians who were killed that night. There were 5,533 casualties, and I think 2,200 killed that night and died of wounds from the battle. The ones with lines through them are the ones that were gathered by the Germans and buried behind their lines. So these are those killed here, 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 here,
here, here, here, here, and again, again. La fine bande de terrain à l'orée du bois du Faisan est devenue territoire australien pour 3 semaines exactement, le temps des fouilles. Au matin du premier jour, les soldats en tenue de camouflage ont pris position sur le site. La presse, les télévisions et les photographes du monde entier ont déjà le doigt sur la gâchette. Et les officiels, en communication directe avec l'état-major, règlent les derniers détails du plan d'attaque. Une armée d'archéologues, de spécialistes en tout genre, a débarqué il y a 2 jours en provenance directe de l'université de Glasgow, en Écosse. Elle est dirigée par Tony Pollard, qui a fait ses armes sur différents sites en Europe et en Afrique. La manœuvre est commandée par le général O'Brien. After a long process of investigation, the Australian Army has formed the conclusion that there's a strong likelihood of the remains of Australian soldiers to be in this location. And the purpose of the dig is to confirm whether those human remains are present. By doing that, we'll also get an indication of the state of those remains. Slow and methodical are words that I've used quite a lot over the last 12 months. I think the frustration of that is that it takes a long period of time, but the result is that we do it properly. Thank you, that's all I'll say. And I'd like to pass over to Tony to see what details he can give you in outline of what's being undertaken now. Thanks, General. What you see before you is the end result of over 12 months of research. We did what we call a non-invasive evaluation of the site almost a year ago now, which did not involve any disturbance of any graves. That was the last thing we wanted to do. What you're standing on is hallowed ground. It was certainly at one point the burial place of Australian soldiers. That much we have established beyond reasonable doubt. We have reason to believe that those bodies may still be present. And what we expect over the next 3 weeks is a very busy schedule. If we find human remains present, we will investigate each one of the 5 pits that we strongly suspect were used for burial. If we do not find human remains, we still have a very busy schedule ahead of us, because we cannot leave this site with any doubt in people's minds whether or not there are human remains in these pits. What we're doing here is we're putting what we call a transect across the site. All we're doing in the first instance is removing the top 40 to 50 centimetres of topsoil onto the natural clay subsoil. « 24 mai 1916. Changement de décor. Ce matin, on a croisé des blessés. Les gars avaient bien morflé. Ça a bien refroidi l'ambiance dans nos rangs. Je crois qu'on a tous eu la même réflexion. Ces gars sur les civières, à qui il manque un bras, une jambe, un œil, une mâchoire. Et si c'était nous?
Et si c'était moi? Jusqu'à maintenant, je pensais qu'il y avait deux façons de sortir de la guerre, mort ou vivant. Mais jamais je m'étais imaginé qu'on pouvait en sortir estropié, manchot, aveugle, ou les trois en même temps. Yeah. My great uncle Harry Willis, he was a 19-year-old farm boy from Alberton, way down in the south of Victoria, Australia. Part of a huge family, 14 brothers and sisters. Very, very poor dairy farmers. He had his brother Sid, his other brother Bert, and his brother David had all joined the forces already, volunteers. Harry received a white feather in the post. He was a big stocky lad. He looked much older physically than his age of 19. So he received a white feather in the post, the sign of cowardice. Harry didn't want to live with that shame. He was probably also very interested in getting out of Alberton, for adventure, better money. $6 bob a day goes a long way. There was a lot of propaganda in the news at the time, and you know, an Australian farm boy's concept of what France was like, I'm sure they had no idea. He trained in Egypt. Before he came to France, it must have been like going to the moon for these boys from Alberton. Just a tiny village. They would have never been further than 20-25 kilometres from their home. So for him to go to France or Egypt, it would be just like going to space, I'm sure. Just absolutely, he would have had no idea what was coming. Lors des premières recherches de 2007, on a retrouvé ce médaillon. C'est ce type de médaillon qu'on offrait aux engagés originaires d'Alberton. Le grand-oncle de Tim étant le seul originaire de cette ville à s'être battu ici, le médaillon était forcément le sien. Cette découverte renforce la théorie de Lambis. Pendant toute la guerre, les Australiens ne sont jamais allés aussi loin dans les lignes allemandes, et encore moins le bataillon d'Harry Willis. Le médaillon se trouvait donc sur le site parce que Harry y a été enterré. I'm absolutely 100% positive that he is here. If he isn't here, then he was moved after the war, and then we are lost. But I'm quite confident with everything I've seen up to now that he is there. He is there waiting to be found. Yes, I'll just give you a quick update. We're on the morning of day 2. We had a very successful first day yesterday. We have located pits 5 and 6 in our first trench. We don't yet know whether human remains are still inside it. That's obviously a question we will want to answer fairly quickly. However, at the moment we have moved back up the field and are now locating pits 1 and 2, which are also probably grave pits. We will then begin the painstaking process on pit 5 of taking it down very slowly, removing part of the fill to establish whether human remains are in the bottom of it. « 25 mai 1916. Ce matin, on a croisé une colonne de prisonniers allemands. Je pensais pas que la première image de mes ennemis serait celle de pauvres gars fatigués, hagards, dépenaillés. On les avait réquisitionnés pour porter les civières de leurs propres ennemis. On en a revu d'autres qui partaient vers des camps à l'arrière du front. Sentiment bizarre que de voir ces gars face à moi. J'aurais dû leur rentrer dans l'art à la baïonnette,
les achever avec mon poignard comme les instructeurs nous répètent à longueur d'entraînement. Ces gars-là boivent notre café, fument nos cigarettes, rigolent, s'amusent avec nos soldats. Les règles de la guerre auraient-elles changé ? Ça tout pique 50. Oh, que les belles celles-là. Tiens, tu peux l'avoir, 7 et 8. Bonjour. Ah, bonjour madame. Ça va, jeune homme? Ah, bien, bien, une petite fatiguée. Je suis soif aussi. Qu'est-ce que vous allez boire? Un panaché, s'il vous plaît. Oui. Du beau temps, hein? Ah oui. Oh, bien. Voilà un bon petit panaché. Ah, Voilà, jeune homme. merci. Hop. Ah, Voilà. Merci. So it was really Robin's book that got me the opportunity to do further research and to ask those questions about the missing of Fromelles. And I went through the honour roll in the back of his book where he lists all the Australian soldiers who were killed and were missing. And I used that to reference, and then having gone through the Red Cross records, I found that there were 173 Australians who were gathered by the Germans and buried somewhere behind their line. From there, I tried to learn more and more. So what I did was to seek aerial photographs from the Imperial War Museum, just of photographs of the back lines, the German lines, looking for likely spots. And eventually I found one, and it was the Pheasant Wood site. And I sought other aerial photographs, and having got those, we got a compilation of photographs. And what it showed was at Pheasant Wood, in one of the photos, 2 weeks before the battle, there were no pits at all. And then 2 weeks after the battle, we had another aerial photograph, and it showed that the area had been dug. But the final bit of evidence that really did it was a German document dated the 21st of July 1916, which was the battle orders, and the Germans say that you will prepare pits before Pheasant Wood, enough pits to take 400 bodies. That was the final bit of evidence, so that there was no more evasive smoke. They had to agree that the area before Pheasant Wood was dug as a burial site, and we have learnt now that it still is a burial site. 1er juin 1916. On est à 10 km du front. C'est là qu'on s'arrête. On s'est installé dans une ferme abandonnée par ses propriétaires. Bien sûr, les Écossais et les Anglais ont pris les meilleures pièces de la maison. Nous, les Australiens, il reste plus que la grange et les étables. J'ai installé ma couchette dans un râtelier à l'écurie. Avec l'odeur du crottin et du fumier, j'ai toutes les images de la ferme de mon père qui me reviennent. 14 juin 1916. Je sais plus quel jour on est aujourd'hui. Dimanche? Ou peut-être lundi? Depuis qu'on s'est fixé ici, c'est tous les jours pareil. C'est entraînement physique, marche au pas, entraînement au tir, à la baïonnette, au combat au corps à corps. L'art de la guerre n'est pas pour nous. Nos chefs s'imaginent que 2 ou 3 gestes un peu techniques feront de nous de bons soldats. Finalement, je réalise que la guerre n'est pas une affaire personnelle. On fait tout ensemble. On s'entraîne, on se bat ensemble, on dort ensemble, on mange ensemble. Il n'y a plus que pisser qu'on peut encore faire seul.
tous les objets exposés dans le musée proviennent soit de l'ancien champ de bataille, trouvés lors de promenades, de travaux archéologiques, de randonnées sur l'ancien champ de bataille, proviennent de collections privées qui ont été achetées par nos membres, et également de dons de particuliers ou dons des familles de nos membres décédés, qui ont offert à notre musée les collections qu'ils détenaient. Lors des fouilles, on peut espérer retrouver des insignes de col australiens comme celui-ci. Bon, des boutons, bien sûr, pour l'uniforme, des titres d'épaule qui identifient la nationalité. Bon, celui-ci, Australia, donc l'Australie. Éventuellement, les patchs de couleur qui permettaient d'identifier le bataillon de la division. Donc ici, pour celui-ci, le 54e bataillon. On peut espérer aussi trouver d'autres parties de l'équipement, comme ce fourreau de baïonnettes. Bon, les baïonnettes ayant été probablement emportées par les Allemands comme trophée. Les outils individuels, probablement le manche qui était ajusté près de la baïonnette, manche qui servait à utiliser l'outil individuel pour approfondir son abri personnel ou la tranchée. Dans cette vitrine, nous avons quelques exemples d'objets que Tony et son équipe peuvent espérer retrouver lors des fouilles. Ce modèle de bouton australien. Un modèle du service général britannique. Et similaire à celui-ci, retrouvé sur le champ de bataille, des insignes de col australiens. « 25 juin 1916. C'est l'été maintenant. Les journées sont chaudes. Pas autant que chez nous en Australie, mais c'est plutôt agréable. On en profite pour se raser, se laver les parties du corps qu'on n'a pas le temps de faire tous les jours. Hier, on est allé récolter des légumes dans un jardin abandonné par ses propriétaires. Leurs pommes de terre sont 2 à 3 fois plus grosses. Ici, elles ont du soleil et surtout l'eau qui manque chez nous. Finalement, la bouffe, c'est le meilleur moment de la journée. En avalant les espèces de ragoûts faillots que la cantine nous prépare, il y en a toujours un qui se met à rêver du premier repas qu'il mangera en rentrant chez lui. Moi, j'ai pas de vie. Mon seul souci, c'est de rentrer. The reason the barriers are here is to treat the site with the degree of respect it requires. If there are human remains here, this cannot be a free access site. We are treating it almost like a crime scene. So people are certainly allowed in, but obviously their movements have to be controlled to a degree. We cannot have people taking photographs if there are human remains. Of human remains, it's against Commonwealth War Graves policy. So it's not secretive, it's respectful. The process now is a fairly clinical one. Now that we've located the pits and we can identify them through the differences in the texture of the soils, we will continue to cut down very carefully, slice by slice, using the excavator. And then when we get down to an area where we feel we're approaching archaeological deposits, if they are human remains, we will push the machine back and we will dig by hand. These pits vary in size from 10 meters by about 2.5 meters up to about 15 and 16 meters long. So our intention is not to open those entire pits, but to do small 2-meter wide slots on each one to get an idea. It's an assessment, and we're not removing any human remains from the site at this stage. What happens to the site after we've finished is
will be left in the hands of the government, who will be informed by the information that we will provide. « 5 juillet 1916. Ça barde là-bas dans la Somme. Il paraît que les collègues en prennent plein la gueule. Il y a des rumeurs qui parlent de 50, 60 000 morts en un seul jour. J'arrive pas à m'imaginer comment on peut tuer autant d'êtres humains en si peu de temps. Aujourd'hui, c'est terrassement. On creuse une 3e ligne arrière au cas où il faudrait se replier en urgence. De l'autre côté, il paraît qu'ils ont des abris en béton armé, avec des murs de plus d'1 mètre d'épaisseur. Les abris sont même reliés entre eux par des galeries souterraines. Nous, c'est plus rudimentaire. Des sacs de terre, des tôles et des planches. Nous sommes à la ferme de Langres, près d'une position allemande fortifiée, un élément clé du système défensif, un mortier de tranchée de 24 cm et demi. Une petite idée de la préparation alliée d'artillerie avec tous ces CAFU, retrouvés à proximité et ou lors de l'excavation du site. Nous sommes maintenant à l'intérieur du mortier de tranchée allemand, une position déterminante lors de la bataille de Fromelles, jamais capturée par les Australiens, même si ceux-ci se sont trouvés à une 50aine de mètres. Cette position a servi, dès la préparation d'artillerie, la riposte allemande à bombarder les lignes australiennes et bien sûr à défendre activement le secteur durant les opérations australiennes. Alors la petite équipe de 6 hommes commandée par un sous-officier pouvait envoyer une 15aine de coups à l'heure sur les tranchées ennemies, avec 2 possibilités. La version courte du projectile, qui fait environ 60 kg, qui pouvait être soit toxique ou explosif, et la version rallongée, avec une portée de 450 mètres, qui avait un pouvoir de destruction énorme. Donc c'était une arme qui était très redoutée par les soldats britanniques, australiens et même français, et qui avait été rebaptisée par l'armée britannique et australienne Minis. « 19 juillet 1916. Ce matin, réveil au son du canon. On a pris l'habitude de dormir et de se réveiller avec les canons, mais là, c'est pas comme d'habitude. Les tirs sont rapprochés, intenses, soutenus. Pour la première fois depuis 2 mois qu'on pourrit dans ce trou, il se passe quelque chose de bizarre. J'ai interrogé mon chef et il dit qu'il sait rien. Et pour une fois, je crois qu'il dit vrai. Ça doit se décider quelque part là-haut chez les généraux. Et ce qui est sûr, c'est que le temps que ça redescende, on sera les derniers avertis et les premiers à sortir. Ça pète de partout et on sait rien de ce qui se passe. À 11h, on a rejoint nos positions. Les gars sont muets. De toute façon, avec ce qu'on balance sur la tronche des boches, il faut se gueuler dans l'oreille pour se faire entendre. J'imagine que ça gamberge sous les casques. La femme, la fiancée, les enfants, les parents, les regrets, l'espoir, la mort, l'oubli. Heures à ma montre, toujours rien. Ça fait 4 heures qu'on est sur notre position et il se passe toujours rien. Des gars arrivent à s'occuper, certains même arrivent à dormir, moi pas. Je continue à griffonner mon calepin pour m'occuper l'esprit.
En tout cas, si notre état-major compte sur l'effet de surprise pour attaquer, avec ce qu'on leur balance sur la figure depuis ce matin, les gars en face doivent bien se douter qu'on est en train de préparer quelque chose. Ils nous attendent de pied ferme, c'est sûr. Avec leurs mitrailleuses, ils vont nous cueillir dès qu'on passera le parapet. Le journaliste qui allait me pistonner pour me faire rentrer au Morning Herald vient de se faire descendre avec 3 autres gars du bataillon, par un obus de chez nous. Le canon a foiré. Je crois qu'aujourd'hui, c'est pas mon jour de chance. We have found a small number of human remains in a small part of the dig. The first evidence that we encountered were a series of buttons and zinc eyelets from ground sheets. These were used by the German soldiers in 1916 to wrap the bodies of the Commonwealth troops and indeed to carry them to the burial site. Limited excavation into that deposit revealed very quickly at 10, well, to be specific, at 5:10 last night, our first positive trace of human remains. And what we're talking about here are the bones of a forearm. It's the ulna. It is articulated. It's attached to its radius. We have got no further than that. We have an articulated forearm. We presume it is attached to the rest of the body. What we're doing now, or about to do, is to go back into that trench, continue that excavation, and we're going to use that as the model for the treatment of the rest of the 5 pits that we now think are highly likely to contain human remains. This has been 6 years of work, and there have been peaks and troughs, and I must confess there has been some anxiety, but I feel relief, and I feel strangely, very buoyant and very pleased with what has happened. I didn't know how I was going to feel about this particular moment. I've lived it many times, but now, and I just hope that the process leads to the resolution, and that each of these soldiers is recovered and given the dignity of individual reburial. Ça y est, c'est pour 18h. C'est le capitaine en personne qui est venu l'annoncer. On sera du 2e assaut. J'ai encore le temps d'écrire ces quelques lignes. Notre objectif, c'est Sugarloaf, une position avancée avec des mitrailleuses et une poignée de bonhommes. Le capitaine nous a assuré que l'attaque devrait être une promenade de santé. 400 mètres à découvert, et ensuite on doit pouvoir se planquer dans les premières lignes ennemies. Ça y est, c'est mon baptême du feu. Compte tenu de l'installation fortifiée des Allemands, je pense que c'était quasi impossible à prendre, étant donné que le No Man's Land de 400 mètres est quasi impossible puisqu'il est prouvé et il a toujours été dit qu'au-delà de 200 mètres de parcours sur un terrain plat par des militaires est un maximum. Donc la 400 mètres à franchir devant des mitrailleuses en tir croisé et installées et derrière des bunkers, c'est quasi impossible à franchir. The Brigadier General of the 15th Brigade was Pompey Elliott, and he knew that it was going to be a disaster. He tried his best to have the battle called off altogether because the troops weren't ready, but he could see. He was a very experienced man, a Gallipoli man, and he could see that the idea of covering so much open ground in front of all the opposition was going to be a complete disaster. In every sense, the whole thing was a complete disaster of planning and loss of life. À l'orée du bois du Faisan, une console de marbre noir confirme que des soldats gisent sous cette pelouse. Les 3 semaines de fouilles ont mis à jour une trentaine de corps, ce qui suppose que les 400 soldats sont bien là. Des boutons, des insignes ont été retrouvés, mais rien qui puisse rattacher le nom de Bill à des restes humains.